Monique Cantos-Perber, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes philosophe, vous êtes ancienne directrice de l'École normale supérieure et de Paris Sciences Lettres que vous aviez construit. Et vous êtes l'auteur de Une école qui peut mieux faire, c'est chez Albin Michel. La clé, le cœur de cet essai, c'est l'autonomie des établissements que vous appelez de vos voeux. Établissements scolaires, collège, lycée, école primaire, on ne va pas distinguer, mais l'autonomie, dites-vous, ce n'est pas l'indépendance. Quelle est la différence ? L'autonomie, c'est la capacité de s'organiser, d'organiser son propre fonctionnement, le plus souvent en fonction d'un texte de référence, un contrat ou une charte, et de le faire en accord avec la puissance publique, en tout cas dans l'activité qui nous concerne, à l'éducation. Il va de soi que les buts de formation sont fixés par l'État. Nous sommes dans un État républicain qui a fait de l'éducation nationale, d'une culture commune pour la nation, la clé de la cohésion du pays. Et il est à ce titre tout à fait légitime que l'État garde la main sur les buts de formation, mais en revanche qu'il contrôle la qualité d'éducation donnée aux enfants et aux adolescents ne signifie pas qu'ils doivent définir tous les moyens, toutes les stratégies, quels que soient les contextes, quels que soient les environnements, pour y parvenir. Donc l'État, pour les buts, les finalités, les objectifs, et les équipes éducatives, l'établissement scolaire, toute la communauté scolaire, pour définir les stratégies de formation les plus efficaces. Vous dites, page 28, qu'au cœur de cette notion d'autonomie, c'est la bonne définition du lien à une autorité supérieure. Alors, quelle doit être cette autorité ? Le ministère, le recteur, l'inspection générale ? C'est la puissance publique, bien évidemment, qui prend un sens différent selon les niveaux d'enseignement. Pour l'enseignement primaire, les collectivités territoriales qui ont de lourdes responsabilités en matière d'enseignement primaire depuis la loi de décentralisation de 82 jouent un rôle important. Elles font partie intégrante de cette autorité supérieure. Pour le collège, c'est intermédiaire. Pour le lycée, c'est vraiment la puissance publique. Alors, dans ces différents échelons, c'est-à-dire la politique générale d'éducation impulsée par le ministère, mais également ce qu'on appelle l'autorité centrale, c'est-à-dire la DGESCO, par exemple, la direction générale de l'établissement scolaire, et également le rectorat de l'académie concernée. Depuis une vingtaine d'années, on parle de déconcentration de l'État, donc du ministère aux autorités centrales et au rectorat, mouvement parallèle à celui de la décentralisation, mais cette déconcentration, le plus souvent, n'a pas signifié plus de liberté pour les équipes enseignantes. Au contraire, ça a conduit souvent à des contrôles plus tatillons. Au cœur de cette autonomie, vous prônez la création de marges de manœuvre en stratégie pédagogique pour les établissements et ceux qui les dirigent. Vous dites que l'initiative libérale n'est pas contradictoire avec la tradition républicaine. Qu'est-ce qu'une stratégie pédagogique autonome ? Eh bien, l'école française a beaucoup changé depuis plusieurs décennies. Tous les pays européens ont été confrontés face à une augmentation massive du nombre d'élèves et à une inadéquation des programmes de formation par rapport à l'hétérogénéité croissante du public scolaire. Si les autres pays européens s'en sont beaucoup mieux sortis que nous, c'est parce que ils avaient donné à leurs écoles et à leurs enseignants beaucoup plus de capacité d'adaptation. Pouvoir s'adapter en temps réel, en toute réactivité aux mutations, c'est quand même une garantie d'efficacité. Donc, ce que cela signifie, c'est que des stratégies particulières de formation pour atteindre des buts ambitieux, il ne s'agit pas d'une éducation au rabais, doivent être définies en fonction du contexte, en fonction de l'environnement. L'école française est la plus inégalitaire d'Europe. Elle fait parfaitement réussir les élèves issus de classes défavorisées. Elle a beaucoup plus de difficultés à le faire pour les enfants issus de milieux défavorisés. Donc une stratégie adaptée au contexte, mais qui surtout soit justifiée. C'est-à-dire qu'il faut à tout moment montrer que les moyens d'enseignement proposés sont en phase avec les besoins. Et pour cela, en général, un contrat est le cadre idéal, c'est-à-dire une équipe enseignante avec le directeur de l'établissement s'engage pour atteindre des objectifs en montrant de quelle manière la stratégie qu'elle propose, qui est en décalage le plus souvent avec les stratégies ou avec les modes d'enseignement recommandés de manière uniforme, permet d'y parvenir. Alors on a tendance en effet à le croire, comme vous l'avez dit, que la meilleure garantie d'égalité, c'est l'uniformité. Oui. Mais quand les différences de contexte sont si grandes, il faut accepter l'idée qu'une forme de différenciation qui n'est pas arbitraire, mais qui tient compte des caractéristiques du terrain pour atteindre les mêmes buts,
est le meilleur moyen de rétablir un peu d'égalité dont l'école française manque actuellement. Comment rassurer ceux qui vous disent, vous le reconnaissez d'ailleurs, page 120, ça commencera par un abandon de l'État, un abandon du service public, et ça se terminera par une privatisation? Alors c'est la grande crainte française. C'est l'argument classique qui transforme toute tentative d'autonomie en épouvantail, où en effet on voit les forces du marché s'emparer de l'activité. L'éducation est une activité publique, c'est une mission publique fondamentale au cœur de la cohésion de notre État. Donc il est clair que les acteurs privés, for profit, comme on dit aujourd'hui, sont totalement en dehors de cette démarche d'autonomie scolaire qui est proposée dans cet ouvrage. Il est clair aussi que l'école autonome est une école publique, c'est-à-dire qu'elle reste totalement gratuite et qu'elle ne choisit pas ses élèves. Donc ce sont deux principes fondamentaux de notre cadre général d'éducation laïque, évidemment, gratuite et obligatoire. Mais elle pourrait choisir sa grille de cours, sa grille de programme, son agenda, ses horaires. Pour certains apprentissages difficiles, de n'avoir que 6 élèves par classe en primaire, au lieu des 12 qui sont imposés actuellement pour les établissements en zone d'éducation prioritaire. Elle pourrait choisir aussi d'en avoir 24 lorsqu'il s'agit de lire une histoire, d'exposer un conte aux enfants. On n'a pas besoin d'être 12. Les enfants peuvent être plus nombreux. Bref, elle aurait la possibilité d'adapter. Elle aurait la possibilité de mettre 2 professeurs devant les élèves. Pour des apprentissages difficiles, encore une fois, il faut qu'un professeur soit là pour intervenir dès qu'un élève est en train de perdre pied. Elle pourrait également grouper des âges différents, c'est-à-dire des plus grands qui, pour certains apprentissages, s'assurer que c'est assimilé, feraient la classe aux plus petits. Elle pourrait décider de consacrer la priorité de l'enseignement pendant 2 mois aux mathématiques et de faire la même chose les 2 mois suivants pour le français. Pourvu que les résultats soient là à terme. Afin de profiter de cette espèce d'entraînement répété dont ont besoin les apprentissages fondamentaux. Bref, ce qui importe, c'est la responsabilisation, la justification et la capacité d'atteindre des objectifs. Et là, l'État a un rôle fondamental à jouer, c'est celui de l'évaluation et du contrôle. Alors, vous le décrivez, chiffre à l'appui, page 37, on assiste depuis quelques années à un boom des établissements privés sous contrat. Est-ce que ce n'est pas ça, en fait, qui va se développer, qui va être le creuset de l'autonomie? Les établissements privés sous contrat sont déjà autonomes. Oui. Parce qu'on n'a pas d'autonomie ailleurs, les Français mettent leurs enfants là où il y a de l'autonomie. Mais ils sont quand même assez surveillés par l'État. Et d'ailleurs, il y a des établissements privés sous contrat qui sont beaucoup moins autonomes que ne le sont des établissements publics autonomes dans d'autres pays européens. C'est un paradoxe, mais les choses se passent ainsi. Voyez-vous, l'autre, non seulement il y a d'autonomie dans ces établissements privés, mais aussi, et c'est au fond 2 des raisons principales qui ont favorisé des réformes d'autonomie. C'est principalement, évidemment, de remédier aux difficultés scolaires, à la défaillance scolaire, en particulier à la capacité de l'école de faire réussir les enfants issus de milieux défavorisés. Capacité pas totale, mais malheureusement qui tente à se répandre. La deuxième raison, c'est d'engager la société, de ne pas faire de l'éducation le privilège unique de l'État, de définir la place des parents, des familles et des acteurs sociaux, en particulier des acteurs sociaux bénévoles, ONG, etc., par rapport à l'école. Ça, c'est malheureusement quelque chose à quoi notre État est assez réticent. Et la troisième raison, c'est l'idée, le pari, on pourrait dire, qu'il faut offrir aux parents, dans le cadre du public, j'insiste, une diversité de stratégies scolaires. Il n'y a pas une seule façon de bien éduquer les enfants. Et que les parents aient le choix de plusieurs méthodes qui toutes ont fait leurs preuves, et puis choisir en fonction de cela, a été toujours le pari fait sur le fait que dès qu'il y aurait diversité, il y aurait amélioration mutuelle, emprunt de bonnes pratiques, etc. Émulation et perfectionnement collectif. Cette implication de toute la société dans un projet éducatif, vous le décrivez, on l'a vu en Suède, on l'a vu sous d'autres formes aux États-Unis, en Angleterre, mais en Suède, il y a un plus que vous récusez, c'est le chèque éducation. On donne une somme aux parents, à eux de l'investir dans le système de leur choix. Pourquoi ne voulez-vous plus de ce chèque éducation ?
Alors, c'est une idée qu'avait développée Milton Friedman. En 1955, qui avait d'ailleurs reprise Alain Madelin en 84 dans son grand livre. Avec des réserves. L'idée principale d'Alain Madelin, c'était plutôt d'organiser une diversité au sein de l'éducation publique, une diversité de styles pédagogiques. Mais l'idée, en effet, est telle que vous l'avez décrite. On donne aux parents un chèque et ils scolarisent leurs enfants où ça leur paraît le plus intéressant, bien, que ce soit dans le privé ou dans le public public autonome, dans le public pas autonome, etc. Pourquoi dire non? Parce que, si vous voulez, d'abord, il y a des questions d'information. Il faut s'assurer, évidemment, ce sont toujours les familles les plus informées qui feront les choix les plus intéressants pour la scolarité de leurs enfants. Ensuite, il y a des problèmes de toute façon. C'est une très belle idée, mais qui suppose une capacité d'aller où on veut aller. Le plus souvent, et surtout dans les milieux très défavorisés, on est véritablement installé dans un territoire. On est assigné, on n'a pas le choix. Voilà, on est, pour reprendre l'expression, assigné à résidence. Alors ça vaut a fortiori pour l'école d'à côté. On n'a pas le choix parce qu'on a peu de moyens pour se déplacer, certainement pas les moyens de déménager dans des quartiers plus favorisés. Donc toutes ces raisons montrent que et aussi parce qu'il est très difficile de définir ce que pourraient être les modes de contrôle pour l'État, ce n'est peut-être pas la formule la plus idéale. Alors, la Suède a fait un choix un petit peu différent, c'est qu'elle a créé des écoles publiques autonomes, entièrement financées par l'État, qui ne choisissent pas leurs élèves, mais elle a lancé un appel d'offres pour la gestion de ces écoles, et à cet appel d'offres pouvaient répondre toutes sortes d'acteurs, des ONG, des associations de parents, des associations de professeurs, mais aussi des entreprises et des fonds de pension. Et malheureusement, il faut constater que 20 ans après, ce sont surtout les acteurs privés for profit qui ont pris la main sur les écoles publiques autonomes. Alors, en 1890, le ministre de l'Instruction publique, Léon Bourgeois, propose l'autonomie, en tout cas il lutte contre l'uniformité. En mars 1968, un colloque organisé conclut qu'il faut décentraliser l'éducation. Et on ne le fait pas. Est-ce que vous avez espoir qu'on le fasse là, maintenant, demain ? Je l'espère de tout cœur, en tout cas à titre expérimental, à titre bénévole, en engageant les enseignants qui le souhaitent et en particulier en leur donnant des moyens supplémentaires qui permettraient de réaliser leur contrat. C'est très important de réussir ce type d'expérience car c'est la seule condition d'une généralisation efficace. De plus, les exemples étrangers nous alertent et nous donnent une connaissance très précise sur les écueils, les risques d'échec. Donc nous sommes bien informés sur cette question. Il reste la volonté politique. Est-ce qu'elle est chez Pape Ndiaye? Est-ce qu'elle est dans la majorité? Il reste la volonté politique et la volonté de s'engager vraiment dans une démarche de responsabilisation des acteurs, de valorisation des enseignants, puisque c'est une extraordinaire opportunité pour les enseignants motivés, et c'est le cas très généralement, en quelque sorte, de ressaisir, de reprendre en main leur activité, avec évidemment les rémunérations supplémentaires et l'augmentation salariale globale, dont il est d'ailleurs question dans le projet de budget, qui en est la condition. Le meilleur moyen de montrer la confiance et de donner des signes concrets de confiance. Enseignants et chefs d'établissement au cœur de ce projet, une école qui peut mieux faire, c'est chez Albin Michel. Monique Cantos-Perber, merci et bonne journée. Merci.